Le 8 mars 2014, peu après minuit, un Boeing 777 décolle de Kuala Lumpur à destination de Pékin. Un vol de routine, comme il s'en fait des centaines chaque jour dans le monde. Quelques minutes après le décollage, dans un cockpit parfaitement calme, quelqu'un va faire un geste qui va tout faire basculer. Le vol MH370 vient de disparaître avec 239 personnes à son bord. Et personne, aujourd'hui encore, n'arrive à expliquer ce qui s'est joué dans ce cockpit pendant les heures qui ont suivi. Des dizaines de pays vont se relayer pendant 12 ans pour retrouver cet avion. Ils vont mobiliser des sous-marins capables de descendre à 4000 mètres et engloutir 150 millions d'euros pour reconstruire, heure par heure, ce qui s'est passé cette nuit-là. Et plus ils vont chercher, plus ils vont se rendre compte d'une chose. Quelqu'un à bord de cet avion savait exactement ce qu'il faisait. Comme à chaque fois, j'allume ma petite bougie Yashi, et si vous avez envie d'en avoir chez vous à la maison, eh bien n'hésitez pas parce qu'en ce moment, je vous mets un petit code promo, Silent Jill, ça vous donne 10% de réduction sur l'ensemble de la collection. Faites-vous plaisir les amis. La veille, le 7 mars 2014, avant de partir pour l'aéroport, Paul Weeks enlève son alliance et sa montre et les pose dans la main de sa femme Danica. Il a 39 ans, il est ingénieur, il part pour un contrat d'1 mois en Mongolie. Ce n'est pas son premier long déplacement, mais cette fois, il lui dit quelque chose qu'il n'a jamais dit avant. Si quelque chose devait m'arriver, l'alliance va au premier fils qui se marie et la montre au deuxième. Leurs deux garçons ont 3 ans et 11 mois. Danica range les deux objets et Paul part pour l'aéroport de Perth où il prend un premier vol jusqu'à Kuala Lumpur. De là, il rejoint les 238 autres personnes qui embarquent pour un vol de nuit à destination de Pékin. La météo est parfaite. L'avion décolle à minuit 41 pour 6 heures de vol. À son bord, 12 membres d'équipage et 227 passagers. Parmi eux, 20 ingénieurs qui travaillent pour une entreprise américaine de semi-conducteurs appelée Freescale. Aux commandes, le commandant de bord, Zahari Hamad Shah, 53 ans. Il cumule à lui seul 18 000 heures de vol et une réputation qui n'a jamais été entachée par quoi que ce soit. À ses côtés, le copilote, Farik Abdul Hamid, 27 ans, effectue son tout premier vol de qualification sur ce type d'appareil. L'avion file à 35 000 pieds au-dessus de la mer. 26 minutes après le décollage, à 1h07, le système ACARS, qui transmet automatiquement les données techniques de l'avion aux équipes au sol, envoie un message de routine. L'altitude est confirmée, il reste 43 800 kg de carburant, tout va bien. Ce rapport a été programmé pour être envoyé toutes les 30 minutes pendant tout le vol. Ce sera pourtant le dernier. À 1h19, le commandant de bord prononce les derniers mots enregistrés depuis ce cockpit. Malaysian 370, contact Ho Chi Minh 120.9. Good night. Good night, Malaysian 370. Bonne nuit, MH370. Le ton de ce message a été étudié par plusieurs experts après la disparition. Leur conclusion est unanime, le commandant était calme, professionnel et ne présentait pas la moindre sensation de stress. 2 minutes seulement après cette annonce, à 1h21, quelqu'un dans ce cockpit coupe le transpondeur manuellement. Et tout ce qui va suivre, les 12 années de recherche, les 33 débris retrouvés sur des plages à des milliers de kilomètres, des familles qui n'ont jamais pu faire leur deuil, tout ça part de ce geste. Un geste qui a pris peut-être 2 secondes. On ne sait toujours pas qui l'a fait, ni pourquoi. Ce qu'on sait, en revanche, c'est qu'à 1h21, le MH370 disparaît des radars civils. Mais il continue de voler. Il est toujours visible sur les radars militaires malaisiens. Eux n'ont pas besoin du transpondeur pour détecter un avion. Ils captent la masse physique de l'appareil. Et ce qu'ils voient sur leurs écrans, aucun vol commercial ne le fait jamais. Dans les minutes qui suivent, l'avion pivote à 180 degrés, d'abord un virage à droite, puis un long virage à gauche, et ensuite il fait demi-tour. Il fonce dans la mauvaise direction. À 10 700 mètres en dessous, des familles dorment et n'entendront jamais ce Boeing passer au-dessus de chez elles, traversant toute la péninsule malaise d'est en ouest. Pendant 1 heure, les militaires malaisiens observent cet avion sur leur écran. Ils ne vont pas décrocher le téléphone ou envoyer un autre appareil pour l'intercepter. Pour eux, rien ne justifie une intervention. Il n'y a pas de menace identifiée. Donc entre 1h21 et 2h22, un Boeing 777 a traversé l'espace aérien malaisien en sens inverse, sous les yeux de l'armée, sans que personne ne bouge. À 2h22, même les radars militaires perdent sa trace. L'avion se trouve alors dans le détroit de Malacca, à 400 km de là où il aurait dû être. Officiellement, le MH370 n'existe plus. Mais pendant ce temps, au sol, personne ne s'est encore rendu compte de rien. À 1h21, le contrôleur aérien de Ho Chi Minh City attend.
Le MH370 vient de quitter l'espace aérien malaisien et devrait apparaître d'une seconde à l'autre sur sa fréquence. Mais après quelques minutes, il n'est toujours pas là. Le contrôleur essaie de contacter l'équipage par radio, mais à nouveau pas de réponse. Alors il demande à un autre avion qui vole dans la même zone de servir de relais et d'essayer, à son tour, de joindre le MH370. L'équipage de l'appareil tente le contact, mais ne capte que des bruits parasites. À 1h38, le contrôleur vietnamien décroche son téléphone et appelle directement ses collègues malaisiens pour savoir où est le MH370. 25 minutes plus tard, le Vietnam a enfin une réponse. Selon les contrôleurs malaisiens, l'avion se trouve dans l'espace aérien cambodgien. Une information qui ne colle pas, puisque les Vietnamiens avaient déjà contacté Phnom Penh, qui gère cet espace aérien. Et eux n'ont eu aucun contact. L'information est fausse. Et si les Malaisiens se sont trompés, c'est parce que l'avion avait disparu des radars depuis 1h21. Sans position réelle à afficher, un employé de Malaysia Airlines a simplement projeté où l'appareil aurait pu ou aurait dû se trouver selon son plan de vol initial. Pas la position réelle de l'avion. Les deux centres de contrôle se renvoient la responsabilité, chacun convaincu que l'autre a l'avion sur ses écrans. Il faudra plus de 2 heures pour que tout le monde admette la vérité. Personne ne sait où est le MH370. Et pendant que chacun se renvoie la balle, aucune alerte n'est déclenchée. Il faudra attendre 5h30 du matin pour que les opérations officielles de recherche soient activées. Plus de 4 heures après la disparition. À Pékin, les proches des 153 passagers chinois à bord commencent à arriver à l'aéroport pour accueillir leurs enfants, leurs parents et leurs conjoints. Le vol devait atterrir à 6h30 du matin. Ils cherchent le nom du vol sur les écrans d'arrivée. Les écrans affichent simplement qu'il est retardé. Personne ne leur dit quoi que ce soit. Pas d'informations, rien du tout. On attend encore. Toujours pas d'infos. Donc on est un peu inquiet. Ce n'est qu'à 7h24 du matin, 5h03 après la disparition du MH370, que Malaysia Airlines émet son premier communiqué public. Une annonce d'une seule et unique phrase. That this flight MH370 lost contact with Subang Air Traffic Control. En quelques minutes, la nouvelle se répand dans le monde entier. La Chine, qui compte 153 ressortissants à bord, exige immédiatement des réponses. La Malaisie lance un appel international. 26 nations finissent par se mobiliser pour retrouver le Boeing 777. Des navires, des avions et des sous-marins ratissent la mer de Chine méridionale pendant 2 semaines, là où l'avion aurait dû se trouver selon sa trajectoire initiale. Mais pendant que le monde se concentre à cet endroit, le MH370 est déjà à plus de 4000 km de là. Et moi, je vais vous demander de vous concentrer 2 secondes, afin d'appuyer sur le bouton s'abonner. Ah bah oui, vous avez cru qu'après le million d'abonnés, on allait arrêter de vous saouler avec ça? Pas du tout, et j'espère qu'on va pas attendre 9 ans pour arriver au 2e million d'abonnés. Je sors une vidéo chaque semaine sur des histoires plus fascinantes les unes que les autres. Alors, s'il vous plaît, si vous n'avez pas envie que j'appelle le prochain commandant de votre avion pour qu'il fasse une mauvaise trajectoire, je vous invite vivement à vous abonner FISA. Merci beaucoup. En attendant désespérément d'avoir des nouvelles, eh bien, les familles se rassemblent au Lido Hotel de Pékin. Malaysia Airlines y installe un centre d'assistance pour organiser les briefings quotidiens avec les responsables de la compagnie et les autorités malaisiennes. Les familles y dorment, y mangent et attendent pendant des jours qu'on leur donne des nouvelles de leurs proches. Pour assurer l'ordre, les autorités chinoises mettent en place un dispositif de sécurité massif à l'intérieur et autour de l'hôtel. L'établissement ressemble à un aéroport sous haute surveillance. Des policiers en uniforme et en civil sont postés dans les couloirs et à l'entrée de l'hôtel. En Chine, laisser la colère s'exprimer en public, c'est extrêmement rare. Alors le gouvernement veut maintenir l'ordre et éviter que la colère ne dégénère en manifestation, ce qui pourrait causer du tort à l'image du pays, évidemment. Certains médias ont d'ailleurs interdiction totale de filmer et les familles sont évacuées par des sorties séparées pour éviter les caméras. Mais, je peux vous le dire, ça ne va pas suffire à maîtriser la douleur. Après 17 jours d'angoisse, le Premier ministre malaisien, Najib Razak, fait une nouvelle annonce. Le MH377 s'est crashé dans l'océan Indien Sud. Et il n'y a aucun survivant. Au Lido Hotel, les familles apprennent la nouvelle en direct dans la salle de briefing. Le vol MH370 s'est abîmé dans le sud de l'océan Indien. Des cris déchirants se font entendre. Beaucoup crient au mensonge, des hommes cassent des chaises et des femmes s'évanouissent. Elles refusent d'accepter que tout est fini. Alors elles restent au Lido Hotel avec l'espoir qu'une nouvelle information finisse par tomber, qu'on leur dise que les recherches continuent, qu'il y a encore une infime chance de retrouver l'avion.
Malaysia Airlines continue à les loger et à organiser des briefings quotidiens dans la même salle. Sauf que ces briefings deviennent de plus en plus vides. Il y a très peu d'informations nouvelles, si ce n'est que les recherches continuent et que les autorités n'ont rien de nouveau. Jour après jour, les familles ont le sentiment qu'on leur cache des choses. Pendant les semaines qui suivent, leur colère se nourrit de leurs soupçons, au point que des groupes organisent des manifestations. Elles marchent jusqu'à l'ambassade de Malaisie et organisent des sit-ins devant les grilles pour exiger la vérité. La tension monte tellement que des confrontations éclatent même pendant les briefings. Le 24 avril, une réunion est prévue dans la grande salle de l'hôtel. Plus de 200 familles sont présentes. Mais l'officiel malaisien qui était annoncé pour venir parler aux familles ne vient pas. Folles de rage, elles retiennent les 10 employés de Malaysia Airlines présents dans la salle et refusent de les laisser partir. Elles veulent de vraies réponses. Des semaines de frustration accumulée explosent d'un coup. La situation de la prise d'otage dure plus de 10 heures quand finalement, les employés arrivent à prouver qu'ils n'ont pas d'informations. Les familles vont alors comprendre que les retenir plus longtemps ne changerait absolument rien. Il est presque 2 heures du matin quand les employés peuvent enfin quitter la salle. La colère retombe et il ne reste plus que le silence et l'attente. Des veillées aux chandelles sont organisées dans les couloirs de l'hôtel. On y allume 239 bougies pour les 239 personnes à bord, disposées en forme de cœur ou autour d'un petit avion en papier. Sur les tableaux blancs installés un peu partout dans l'hôtel, des familles laissent des mots qui font mal à lire. Mais 2 mois après la disparition, elles vont devoir affronter une nouvelle épreuve. Le 1er mai 2014, dans la même salle de réunion, la compagnie malaisienne annonce la fermeture des centres d'assistance. Il n'y aura plus de briefing, plus de rassemblement, et le soutien des familles va disparaître, comme leurs proches. Pour elles, c'est la confirmation que tout le monde a abandonné et que leurs proches ne reviendront pas. Pendant que Pékin essaie de contenir la colère des familles, un homme a peut-être une réponse. Dans la nuit du 7 au 8 mars 2014, Mike McKay ne dort pas. Ingénieur néo-zélandais, il travaille sur une plateforme pétrolière en mer de Chine méridionale au large du Vietnam. Cette nuit-là, il effectue son quart de nuit, quand il voit quelque chose à l'horizon. Ça ressemble à une énorme flamme, rien à voir avec un éclair ou un reflet sur l'eau. Il est certain de voir une flamme pendant 10 à 15 secondes, probablement à environ 50, peut-être 70 km de lui. Tout de suite, il en parle à ses collègues, mais personne n'a une idée de ce que ça peut être. Le lendemain matin, il apprend la disparition du MH370. Tout de suite, il fait le lien. Les heures coïncident, la direction aussi. Il est certain de ce qu'il a vu. Sans attendre, il contacte les autorités malaisiennes, mais ne reçoit aucune réponse. Il tente sa chance du côté des autorités vietnamiennes, mais obtient le même résultat, rien du tout. Au bout de plusieurs jours, il finit par envoyer un mail à son employeur. « Je crois avoir vu l'avion de Malaysia Airlines tomber. Les heures concordent. J'ai contacté les autorités malaisiennes et vietnamiennes il y a plusieurs jours, mais je ne sais pas si le message a été reçu. » Quelques jours plus tard, son contrat est résilié, officiellement parce que sa mission était terminée. La journaliste française Florence de Changuy a essayé de le retrouver dans le cadre de son enquête sur le MH370. Elle finit par localiser quelqu'un qui dit l'avoir croisé au moment où il quittait le Vietnam. Selon cet informateur, Mike était dans un état de stress exceptionnel. Personne ne l'avait jamais vu comme ça. Depuis, il a coupé les ponts avec les médias et reste introuvable. En creusant un peu, on découvre que cette nuit du 7 au 8 mars 2014, 2 exercices militaires d'envergure étaient en cours dans la région. Le premier s'appelle Cobra Gold. C'est l'un des plus grands exercices multinationaux d'Asie du Sud-Est. Il avait commencé en février 2014 et était toujours actif en mars. Le second s'appelle Cope Tiger et était mené conjointement par la Thaïlande, Singapour et les États-Unis. Ce qui veut dire que dans cette zone, à ce moment précis, il y avait beaucoup d'avions militaires en mouvement. En Malaisie, un seul homme gère à la fois le ministère de la Défense et celui des Transports. Il s'appelle Hishamuddin Hussein. C'est lui qui est en première ligne pour coordonner et communiquer sur la disparition du MH370. Et dans toutes ses conférences de presse, il n'a jamais mentionné ces exercices militaires. Pas une seule fois. Alors pourquoi un homme chargé de retrouver un avion disparu n'a-t-il jamais mentionné que la zone était pleine d'appareils militaires cette nuit-là? Mais à des milliers de kilomètres de là, dans un bureau à Londres, un autre homme s'apprête à faire une découverte qui va tout changer. Le matin du 9 mars 2014, pendant que le monde cherche au mauvais endroit, Mark Dickinson prend son poste, comme tous les jours, chez Inmarsat, une entreprise britannique de télécommunications par satellite. Il s'installe à son bureau et, comme il a l'habitude de le faire, il pose ses yeux sur son écran. Sauf que ce matin-là, il remarque quelque chose d'étrange.
Les satellites qui opèrent pour l'entreprise échangent en permanence de petits signaux automatiques avec les avions en vol. Ce sont des impulsions envoyées toutes les heures pour vérifier que la connexion est toujours active. Et là, sur ces données, Mark voit que l'un de ses satellites a continué à échanger avec le MH370 après sa disparition officielle. Toutes les heures, le satellite a envoyé un signal et l'avion a répondu. Le dernier échange est enregistré à 8h19 du matin, 7 heures après que l'avion a officiellement cessé d'exister. Face à une telle découverte, Mark est persuadé d'avoir fait une erreur. Il relit, il vérifie l'horodatage et s'assure que ce n'est pas un autre appareil. Il refait le calcul, c'est toujours là. Il hésite un moment avant de se lever. Et pourtant, après 3 lectures des données, les signaux sont bien là. Il appelle un collègue, qui en appelle un autre, et ensemble, ils se penchent à leur tour sur les données. Tous en arrivent à la même conclusion que Mark. Ils viennent, peut-être, de retrouver le MH370. Grâce à ces signaux, il est désormais possible de dessiner des arcs de cercle autour du satellite. À chaque échange, l'avion se trouvait forcément quelque part sur l'un de ces arcs. Ce n'est pas un point précis, un arc entier représente des milliers de kilomètres, mais c'est déjà infiniment plus que ce qu'on avait avant, c'est-à-dire nada. L'équipe pousse les investigations et utilise ce qu'on appelle l'effet Doppler. On appelle cela un effet Doppler. Imaginez un sifflement de train qui est de plus en plus fort à mesure que le train se rapproche et de plus en plus faible à mesure qu'il s'éloigne. Nous avons étudié ces signaux pour déterminer quel itinéraire il a pu suivre. Appliqués aux signaux satellites, ça leur permet de déterminer dans quelle direction l'avion volait au moment de chaque échange. Et cette analyse élimine formellement toute trajectoire vers le nord. L'avion est donc allé vers le sud, au-dessus de l'océan Indien. Ce que Mark vient de découvrir va réorienter les recherches de 4000 km. La zone de recherche bascule à l'ouest de l'Australie. C'est donc naturellement elle qui prend la tête des opérations, coordonnées par le JACC, le Joint Agency Coordination Center. Des sous-marins autonomes, dont le Bluefin 21, descendent à des milliers de kilomètres de profondeur pour scanner le fond de l'océan Indien. Pendant 3 ans. 120 000 km² sont fouillés, mètre carré par mètre carré. Une zone plus grande que la Corée du Sud. Pendant que les recherches s'organisent à l'ouest de l'Australie, une question reste entière. Comment un Boeing 777 a-t-il pu traverser la moitié de l'Asie sans que personne ne le voie? Les données Inmarsat ont redessiné toute la trajectoire. Pour aller vers le sud, le MH370 aurait traversé la péninsule malaise, serait descendu vers le détroit de Malacca, et sur ce trajet, il aurait dû croiser plusieurs zones radars. La Thaïlande, par exemple, en a, l'Indonésie en a aussi, elle qui est beaucoup plus stricte d'ailleurs que la Malaisie sur la surveillance de son espace aérien. L'Inde en a aussi. Mais aucun de ces pays n'a jamais confirmé avoir vu quoi que ce soit. Seuls les Malaisiens prétendent l'avoir suivi. Ceux, dont le ministre de la Défense et des Transports, n'ont jamais mentionné les 2 exercices militaires en cours dans la zone cette nuit-là. Mais le détail le plus étrange, c'est que selon la trajectoire officielle, le MH370 aurait dû survoler la base militaire de Butterworth. C'est la plus importante de la région et elle regroupe 5 pays alliés. La Malaisie, l'Australie, le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et Singapour. Je vous laisse imaginer ce que ça pourrait donner. On a un Boeing 777, tout transpondeur éteint, qui ne répond à aucune communication radio et qui survole une base militaire stratégique de 5 pays alliés en pleine nuit. Et pourtant, aucun chasseur ne décolle, aucune alerte n'est donnée et aucune procédure d'interception n'est déclenchée. L'avion passe et continue sa route comme si de rien n'était. 3 mois après la disparition et pour comprendre ce qu'il s'est passé à ce moment-là, une journaliste australienne pose la question directement à Hishamuddin Hussein. Pourquoi cet appareil n'a-t-il pas été intercepté? Et vous allez voir que sa réponse est surprenante. Il n'était pas hostile, c'était un avion civil, de notre espace aérien, et nous n'étions en guerre avec personne. Vous insinuez qu'on aurait dû l'abattre? C'est vous qui le dites, pas moi. Non mais je vous demande. Alors déjà, on va se demander comment savait-il qu'il était amical alors qu'aucun contact n'a jamais été établi avec l'appareil dans une zone où chaque signal, chaque trajectoire, chaque appareil non identifié est supposé être analysé en temps réel? Autre fait surprenant, 3 jours après la disparition du vol MH370, la police malaisienne diffuse les photos de 2 passagers iraniens qui voyageaient avec des passeports volés, un Autrichien et un Italien. Ils ont utilisé leur vrai passeport iranien pour entrer en Malaisie, puis ont switché sur ces documents volés pour embarquer sur le MH370.
En diffusant leurs portraits, les autorités veulent montrer qu'elles prennent la piste terroriste au sérieux. Sauf que les photos sont un photomontage tellement raté que toute la presse internationale le remarque dans la journée. Plutôt que d'utiliser les vraies photos d'identité ou les images de vidéosurveillance de l'aéroport, quelqu'un a décidé de faire un montage rapide pour avoir 2 portraits présentables. Ils ont changé de visage mais ont oublié de changer les restes. Le pantalon et les chaussures sont identiques pour les 2 hommes. C'est qu'un vulgaire copier-coller visible par tout le monde et en plus à l'œil nu. En 24 heures, Interpol clarifie les choses. Ces 2 hommes n'ont aucun lien avec le terrorisme. Ils essayaient simplement de rejoindre l'Europe pour demander l'asile. Avec une maladresse aussi évidente, forcément, la question se pose d'elle-même. Est-ce que les autorités malaisiennes savent ce qu'elles font ou est-ce qu'elles cachent quelque chose? Pendant que les questions s'accumulent sur la gestion de l'enquête, à des milliers de kilomètres de là, quelque chose va enfin faire son apparition sur l'île de la Réunion. Le 29 juillet 2015, un employé municipal fait sa tournée habituelle sur une plage de Saint-André quand il tombe sur un morceau de métal blanc échoué sur le sable. Un bout d'aile à première vue, mais pas n'importe lequel. C'est un flaperon, un volet mobile situé sur le bord arrière de l'aile d'un Boeing 777. Et sur ce flaperon, il y a un numéro de série. C'est celui du MH370. 502 jours après la disparition, c'est le premier fragment physique retrouvé. Et ce ne sera pas le dernier. À partir de ce moment-là, 33 débris sont retrouvés sur les côtes du Mozambique, de Madagascar, de la Tanzanie et de l'Afrique du Sud. À mesure que les débris commencent à apparaître sur ces côtes, un homme se met à s'y intéresser de très près. Il s'appelle Blaine Gibson. C'est un avocat de formation qui n'exerce plus depuis des années et qui s'est autoproclamé enquêteur indépendant. Un homme plutôt solitaire, qui n'a pas de famille, pas de boulot, mais pas de problème d'argent connu non plus. Il parle plusieurs langues, dont l'anglais, le français et le russe. Et depuis qu'il a vu un reportage sur la disparition du MH370 à la télévision, c'est devenu son obsession. Depuis, il voyage de plage en plage, le long des côtes de l'océan Indien, à la recherche de débris. Et presque à chaque fois qu'il pose les pieds sur une plage, eh bien il en trouve un. Au Mozambique, alors qu'il est sur place avec une équipe de journalistes américains, il trouve un morceau de métal triangulaire blanc sous l'œil des caméras. Quand il se rend à Madagascar, l'équipe d'envoyé spécial de France 2 l'accompagne. À nouveau, il trouve ce qui ressemble au reste d'un écran de télévision de bord. Quand des familles des victimes le rejoignent pour une expédition collective, c'est encore lui qui fait une découverte. Ghislain Watrolos, un Français qui a perdu sa femme et 2 de ses enfants dans le MH370, a passé du temps avec lui dans l'espoir d'obtenir des réponses sur les circonstances du drame. Après plusieurs mois, il finira par lâcher cette phrase en public avec un sourire qui ne trompe personne. Tous ces gens qui ont la chance dès qu'ils se baladent sur une plage de trouver des débris, c'est formidable. Blaine Gibson est aussi étonnamment bien introduit pour quelqu'un qui se présente comme un simple aventurier passionné. En Australie, il est reçu par de hauts responsables. Personne n'a jamais su qui il était vraiment, ni comment un avocat non mandaté pouvait financer des mois de voyage à travers l'océan Indien. Une chose est sûre, les débris qu'il a trouvés sont tous compatibles avec un Boeing 777, mais à ce stade, personne n'est capable de dire avec certitude ce qui vient vraiment du MH370 et ce qui n'en vient pas. Ce qu'on sait, c'est que ces morceaux ont été portés par les courants de l'océan Indien pendant plusieurs mois, parfois plus d'1 an, avant d'atteindre ces plages. Grâce à eux, on a désormais la certitude que l'avion s'est bien écrasé quelque part dans l'océan Indien. En analysant les petits crustacés qui se sont fixés aux débris pendant qu'ils dérivaient en mer, les enquêteurs espèrent avoir une réponse. Avec leur taille, leur espèce, leur température de croissance, les scientifiques peuvent reconstituer la trajectoire du débris dans l'océan et remonter jusqu'à la zone probable du crash. Ils ont permis de confirmer que le flaperon provenait bien du sud de l'océan Indien et flottait depuis environ 15 à 16 mois. L'état des volets intrigue les enquêteurs. Il montre qu'ils n'étaient pas déployés au moment de l'impact. En temps normal, un pilote les actionne pour atterrir ou ralentir. Des volets non déployés, ça peut vouloir dire que personne ne pilotait plus au moment de l'impact. Peut-être que personne n'était plus aux commandes, ou peut-être que c'était voulu. En janvier 2017, l'Australie suspend officiellement ses recherches. Australia, China and Malaysia have collectively decided to suspend the search. Après 120 000 km² fouillés, ils doivent se rendre à l'évidence, l'épave est introuvable. L'année suivante, la Malaisie publie son rapport final. La cause de la disparition du MH370 ne peut pas être déterminée. Officiellement, l'enquête est close. À Perth, Danica Weeks apprend la nouvelle, comme tout le monde, par la télévision. 5 ans plus tôt,
Son mari Paul lui avait posé son alliance et sa montre dans le creux de la main avant de partir pour l'aéroport. Sur le moment, c'était un geste un peu solennel, un peu superstitieux. Aujourd'hui, c'est tout ce qui lui reste de lui. Lincoln et Jack grandiront sans leur père. Ils n'auront pas de corps à enterrer, ni de tombe où se recueillir, ni de réponse à leurs questions. Tout le monde a abandonné. Tout le monde, sauf une entreprise qui n'a toujours pas dit son dernier mot. En 2018, Ocean Infinity, une entreprise américo-britannique spécialisée dans l'exploration sous-marine, avait déjà tenté de retrouver le MH370 en déployant des sous-marins autonomes capables de scanner de grandes zones en profondeur. Mais il n'avait rien trouvé. Entre-temps, un ingénieur aéronautique britannique à la retraite, Richard Goffrey, s'est penché sur un réseau que personne n'avait exploité jusqu'ici. Le WSPR, pour Weak Signal Propagation Reporter, c'est un réseau mondial d'amateurs radio qui s'envoie en permanence de très faibles signaux à travers l'atmosphère pour mesurer jusqu'où leurs ondes peuvent voyager. Selon Richard, quand un avion traverse la haute atmosphère, il perturbe légèrement ces signaux et laisse une sorte d'empreinte électromagnétique. En recoupant ces archives du 8 mars 2014 avec les données satellites et des outils d'intelligence artificielle, il réussit à réduire considérablement la zone où l'avion aurait pu s'écraser. La zone se réduit à 15 000 km², soit 1500 km à l'ouest de Perth. Elle est plus petite et beaucoup plus précise que ce que tout le monde avait jusqu'ici. Avec ces nouvelles informations, Ocean Infinity relance ses recherches. En mars 2025, l'entreprise signe un accord avec la Malaisie, un contrat très particulier qui stipule clairement que si l'épave est localisée, l'entreprise touchera 70 millions de dollars. En revanche, s'ils ne trouvent rien, malgré tous les moyens mis en place, ils ne seront pas payés. Ocean Infinity mise son propre argent et ses propres certitudes. La première campagne démarre au printemps 2025, mais la mousson oblige la suspension des recherches dès le mois d'avril. Le 30 décembre, les navires reprennent la mer pour 55 jours de recherche prévus. Des sous-marins autonomes scannent les fonds à 4000 mètres de profondeur. Mais après seulement 28 jours opérationnels et 7571 km² couverts, la campagne s'arrête de nouveau. Le 8 mars 2026, Ocean Infinity annonce officiellement n'avoir trouvé aucune épave ni aucun autre débris. We cannot keep on searching for something that we really cannot find. We have to put a stop to the search. Par contre, sachez que le contrat court toujours, jusqu'ici, en juin 2026. Mais la recherche active est aujourd'hui suspendue à cause de l'hiver austral et des conditions météo dangereuses. À l'approche de cette échéance, les familles des victimes ont demandé une prolongation. Au moment où je tourne cette vidéo, rien n'a encore été confirmé. Rien n'exclut cependant qu'une nouvelle exploration dans les mois qui viennent révèle peut-être, enfin, la vérité. Si l'épave est un jour retrouvée, les boîtes noires diront peut-être ce qui s'est passé dans ce cockpit. Mais elles ne diront probablement pas pourquoi c'est arrivé. 12 ans après la disparition, personne n'a résolu le mystère et les hypothèses qui circulent sont tout aussi étranges les unes que les autres. La première concerne le commandant de bord, Zahari Hamad Shah. Après la disparition, les enquêteurs ont saisi son simulateur de vol personnel à son domicile pour une analyse des données supprimées. 5 trajectoires de vol ont été récupérées. Elles avaient été effacées de la mémoire du simulateur entre le 6 février et le 3 mars 2014, soit quelques semaines seulement avant le vol MH370. Parmi ces 5 trajectoires effacées, une seule correspond presque parfaitement à la trajectoire présumée de l'avion. On a un départ de Kuala Lumpur, un virage à 180 degrés au-dessus de la mer de Chine méridionale, un survol de la péninsule malaise dans le sens inverse, un passage au-dessus du détroit de Malacca, puis un long vol au-dessus de l'océan Indien jusqu'à épuisement complet du carburant. La trajectoire finissait dans la même zone que celle identifiée par les données Inmarsat. Zahari était un pilote très expérimenté qui utilisait régulièrement son simulateur. Effacer des simulations pour libérer de la place, c'est courant. Mais parmi des milliers de scénarios possibles, celui-là correspond presque parfaitement à ce qui s'est passé cette nuit-là et personne n'a jamais réussi à expliquer ça. D'autant que ce ne sont pas les Malaisiens qui ont analysé le simulateur de Zahari, c'est le FBI. Et le FBI était sur sol malaisien dans les 24 heures après la disparition. Une rapidité quasi sans précédent pour une intervention américaine dans un pays étranger sur un dossier qui ne concerne directement aucun ressortissant américain. Depuis 12 ans, la justice française, qui est le seul pays qui continue d'enquêter activement,
demande régulièrement à pouvoir collaborer sur le dossier. Mais vous savez quoi ? Le FBI refuse à chaque fois sans donner d'explication. Zahari n'est d'ailleurs pas le seul à bord dont le profil a posé question. Parmi les 239 passagers du MH370, il y en avait un dont personne ne parle jamais. Il s'appelle Mohamed Klerul Amri Selamat. C'est un ingénieur aéronautique malaisien et le seul passager de l'avion avec une connaissance technique avancée des systèmes embarqués d'un Boeing. Il travaillait pour des sociétés privées spécialisées dans les jets d'affaires. Il était assis sur le siège 29A, situé exactement sous le système de communication par satellite de l'avion. Ses connaissances auraient pu, en théorie, lui donner les clés pour intervenir sur certains systèmes électroniques à bord. La justice française a enquêté sur lui pendant plusieurs mois, mais le rapport final l'a écarté, faute de preuves. La deuxième hypothèse concerne les 20 ingénieurs de Freescale semi-conducteurs qui étaient aussi à bord. 12 Malaisiens et 8 Chinois qui se rendaient en Chine pour une mission d'optimisation des usines de production de puces à Tianjin. Ce n'était pas leur premier voyage. 4 jours avant le vol, le 4 mars 2014, l'entreprise Freescale a déposé une demande de brevet aux États-Unis pour une méthode d'optimisation de fabrication de semi-conducteurs. Pourtant, un détail a alimenté les théories. Selon une rumeur qui a circulé sur Internet, 4 des 5 co-inventeurs nommés sur ce brevet se trouvaient à bord du MH370. Or, selon les termes habituels de ce type de brevet, si un inventeur décède, ses droits reviennent automatiquement à l'entreprise. Donc, si ces 4 personnes disparaissaient, leur part de brevet reviendrait à l'entreprise. Leur mort aurait directement profité à Freescale. Un mobile jugé suffisant pour les faire disparaître, même si cela implique d'éliminer avec eux plus de 200 autres passagers. Sauf que ce brevet n'est ni plus ni moins qu'une amélioration de procédés industriels classiques. Rien à voir avec une technologie militaire secrète. Et surtout, les 4 inventeurs en question n'étaient de toute façon pas à bord. Et même s'ils y avaient été, le brevet appartient à l'entreprise elle-même, pas aux inventeurs. Leur mort n'aurait donc rien changé. Cette hypothèse tombe à l'eau. La troisième hypothèse concerne la cargaison. Le manifeste officiel déclarait 2 tonnes de mangoustes, un fruit tropical très courant en Asie du Sud-Est. C'est une marchandise tout ce qu'il y a de plus ordinaire et sans danger. Mais les enquêteurs ont découvert que le Boeing transportait également 221 kg de batteries lithium-ion qui n'avaient pas été correctement déclarées comme marchandises dangereuses. Et ces batteries se trouvaient dans la même soute que les mangoustes. Le jus des mangoustes est acide et conducteur. Est-ce qu'il aurait pu couler sur les batteries, provoquer un court-circuit et déclencher un incendie incontrôlable en plein vol ? Les enquêteurs ont testé cette éventualité, et pour eux, c'est hautement improbable. Les batteries et les fruits étaient dans des conteneurs séparés, les mangoustes protégées par du plastique, aucune réaction dangereuse ne pouvait se produire dans ces conditions. Enfin, la dernière hypothèse pointe vers Diego Garcia, la base militaire américaine implantée au cœur de l'océan Indien. Cette base ultra-stratégique abrite des bombardiers, des sous-marins nucléaires et un important centre de commandement. Elle se trouve exactement dans la zone que l'avion aurait pu survoler selon l'arc sud dessiné par les Ping Inmarsat. Certains analystes estiment que les radars très puissants de cette base auraient forcément détecté l'avion. Pourtant, les États-Unis ont toujours contesté avoir eu connaissance de l'approche de l'appareil. Aucun appareil non identifié n'a été repéré dans cette zone. Un démenti qui n'a jamais été contredit par une preuve. La base est fermée au public, les données radars américaines sont classifiées, et depuis 12 ans, personne n'a pu vérifier quoi que ce soit. 4 hypothèses donc, et toujours aucune certitude. Rien n'est confirmé, mais rien n'est totalement écarté. Pendant que les Australiens fouillent 120 000 km² de fonds marins sans rien trouver, à Toulouse, un petit groupe d'experts s'est interrogé depuis plusieurs années sur un détail. Est-il possible qu'Inmarsat ait raison sur les données, mais qu'elle ait tort sur la trajectoire ? Ensemble, ils créent un groupe du nom de Capsio. Ce sont des spécialistes de très haut niveau, tous bénévoles. Parmi eux, il y a Patrick Blély, ancien commandant de bord chez Air France, Jean-Luc Marchand, ingénieur, Jean-Marc Garot, un spécialiste du contrôle aérien, et Argyris Kamoulakos, spécialiste en système aéronautique. Pendant plusieurs années, sur leur temps libre, ils ont repris, point par point, l'ensemble du rapport officiel. Et leur approche est radicalement différente de celle d'Inmarsat. L'entreprise a en effet supposé une vitesse et une altitude constante pour faire correspondre les calculs avec les 7 ping satellites. C'est une hypothèse mathématiquement confortable, mais une hypothèse parmi des milliers d'autres possibles. Capsio a donc choisi de faire l'inverse. Au lieu de supposer une vitesse et une altitude constantes, ils partent d'une autre hypothèse. Et si ce n'était pas
un accident? Et si quelqu'un avait délibérément pris le contrôle de cet avion cette nuit-là? Parce que si c'est le cas, ce quelqu'un n'a pas détourné un avion pour aller se perdre au milieu de l'océan Indien. Il avait forcément l'intention d'aller quelque part. Et voici leur théorie. Pour eux, des pirates sont montés à bord. L'un d'eux est passé par la trappe, sous le cockpit, pour accéder au compartiment électronique. Au moment précis du transfert entre le contrôle malaisien et le contrôle vietnamien, il coupe les communications. Cette coupure désactive aussi les électro-aimants de la porte blindée du cockpit, ce qui permet aux complices d'entrer. À partir de ce moment-là, ils ont le contrôle total de l'avion et ils font demi-tour. C'est une manœuvre tout à fait standard qu'un pilote expérimenté peut réaliser sans difficulté sur ce genre d'avion. L'avion était encore à haute altitude et à vitesse de croisière, donc il était très maniable. Et Capsio insiste surtout sur le timing de ce virage. Il se produit exactement au moment du transfert de contrôle entre Kuala Lumpur et Ho Chi Minh. C'est trop parfait pour être une coïncidence. Selon eux, c'est le créneau idéal pour détourner l'avion sans que personne ne réagisse immédiatement. Puis, ils remettent l'électricité à bord, probablement pour maintenir le calme au sein des passagers. Mais cette remise sous tension réenclenche le système de communication satellite sans qu'ils ne s'en aperçoivent. Ce système recommence à émettre des pings, ceux qu'Inmarsat va capter. Pendant ce temps, l'avion change de cap, il ne fonce pas plein sud, il longe l'île de Sumatra à basse altitude pour passer sous les radars indonésiens et vise une destination précise, Christmas Island, une île australienne au milieu de l'océan Indien, mais surtout le seul endroit dans la zone où on peut envisager un échange d'otages. C'est un territoire démocratique avec une piste d'atterrissage et qui est suffisamment isolé pour permettre une négociation. Pour Capsio, la disparition du MH370 n'est autre qu'un détournement à but politique. Les pirates voulaient se poser sur Christmas Island et ils ont même fait un détour pour arriver à l'aube et approcher la piste par le sud. Justement, parce que cette piste est en pente et on ne peut pratiquement pas y atterrir de nuit. Mais c'est là que tout se serait compliqué. À basse altitude, un Boeing 777 consomme beaucoup plus de kérosène que lorsqu'il maintient une vitesse de croisière. Beaucoup plus que ce que les pirates avaient calculé. À environ 180 km de leur cible, le moteur droit s'arrête. Le moteur gauche pousse encore quelques minutes, puis s'éteint à son tour. C'est exactement à ce moment-là que le système satellite enregistre son 6e ping de déconnexion, suivi quelques secondes plus tard d'un 7e ping de redémarrage, quand le système électrique de secours prend brièvement le relais. Ces 2 derniers pings correspondent parfaitement aux données Inmarsat. Et c'est précisément la signature d'une panne sèche en vol. Toujours selon Capsio, l'avion aurait tenté un amérissage forcé et s'est brisé au moment de l'impact. Quelques pièces ont été arrachées et sont parties à la dérive. C'est ce qui explique les débris retrouvés sur les côtes africaines, dont le flaperon de la Réunion. Le point d'impact estimé par Capsio se trouve à 12 degrés de latitude sud, 107 degrés de longitude est. C'est là que reposerait le MH370. La zone est donc de 5500 km², pas 120 000. Cette théorie a été présentée en octobre 2018 devant la Royal Aeronautical Society de Londres, la plus prestigieuse institution aéronautique au monde. Les spécialistes présents ont tous été impressionnés par la précision et la rigueur du travail. Toutefois, aucun gouvernement à ce jour n'a lancé de recherche dans cette zone. Si Capsio a raison, ça veut dire que le MH370 attend depuis 12 ans dans une zone que personne n'a jamais fouillée, à 5500 km² près. Nous vivons quand même dans un monde où un iPhone perdu dans un aéroport se retrouve en 10 minutes, où un crime vieux de 30 ans se résout à l'aide d'un seul cheveu. Et pourtant, un avion de 300 tonnes avec 239 personnes à bord a disparu de la surface du globe. 12 ans plus tard, on ne sait toujours pas pourquoi le MH370 a fait demi-tour cette nuit-là, ni exactement où il repose. À Perth, Danica garde toujours l'alliance et la montre de Paul. L'alliance ira au premier fils qui se mariera, la montre au deuxième, comme Paul l'avait demandé. Quelque part au fond de l'océan Indien, un Boeing attend qu'on le retrouve, avec encore à son bord 239 vies qui ne rentreront jamais chez elles. Si vous avez aimé cette histoire, vous pouvez retrouver l'ensemble de mes vidéos sur Spotify, et puis je vous invite à continuer sur le thème des avions avec ma vidéo sur le triangle des Bermudes. Vous allez voir, c'est absolument dingue.